bienvenue à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour notre 8e épisode de notre web série Carré. Donc aujourd'hui, on est avec Vertal, donc avec Mathieu et Marc-Antoine qui se présenteront juste après. Et on va parler de maintenir la productivité de mes cultures avec un recours optimisé aux produits phytosanitaires. Donc avant de laisser la main à Marc-Antoine et à Mathieu, vous redire que donc cet épisode est enregistré, que vous pouvez le retrouver en replay comme les autres épisodes sur notre page YouTube du groupe Carré. Donc voilà, vous avez tout un tas de divers sujets qui ont été déjà abordés. Vous pouvez retrouver l'agrivoltaïsme, le changement climatique, le carbone, et puis un peu plus antérieur, tout ce qui est autour des évolutions de la PAC, du capteur IGO pour optimiser votre pulvérisation, et puis limiter l'impact des stress hydriques dans un changement de contexte climatique. Vous refaire un mot sur l'équipe de la ferme pilote, qui on est. Donc, on est une équipe de 4 personnes. Donc, on a Philippe Touché, qui est le directeur innovation et développement, qui chapeaute l'ensemble. On a 2 David, un à l'expérimentation et un à la technique. Et moi-même, donc responsable de l'animation et des formations de la ferme pilote. On a 3 grandes missions à la ferme pilote. Donc, d'abord, tout ce qui est expérimentation, recherche et développement. Ensuite, la formation et le transfert de compétences avec nos divers événements et aussi toutes nos relations partenaires et diffusion d'éléments. Aujourd'hui, on va parler biosolutions et surtout biostimulants. Donc, avant, vous refaire un petit point de contexte. Donc, dans les biosolutions, on retrouve deux grandes familles. Donc, les biocontrôles et les biostimulants. Les biocontrôles vont plutôt jouer sur tout ce qui est stress biotique. Donc, ça va être les pathogènes, les maladies, les ravageurs. Les biostimulants, eux, ça va être plutôt les stress abiotiques. Donc, on va retrouver les stress thermiques, les stress hydriques, les stress oxydatifs. L'objectif, c'est surtout de stimuler la nutrition, la croissance et la tolérance au stress abiotique que je viens de citer par des processus naturels. Donc, vous voyez sur le petit schéma qu'on a construit, ça peut jouer sur la qualité et le rendement de la culture. Ça peut jouer aussi sur la tolérance au stress abiotique, l'absorption ou l'utilisation des nutriments qui vont se trouver dans le sol et l'activité microbienne du sol et les propriétés physico-chimiques de ce dernier. Et donc aujourd'hui, comme je vous le disais, on va parler des stress abiotiques et la tolérance à ceux-ci. Donc il y a 3 familles aussi de biostimulants. Donc on va pouvoir retrouver tous les biostimulants qui sont issus de substances du vivant. On va avoir les biostimulants issus de substances organominérales et la 3e catégorie, tout ce qui est substances organiques de synthèse. Pourquoi utiliser des biostimulants? Donc pour plusieurs raisons. Ça permet de sécuriser les performances agronomiques, de limiter l'impact sur les écosystèmes, d'optimiser la gestion des intrants, que ce soit les engrais, l'eau, les produits phyto. Et dans une dernière chose, ça permet aussi d'accompagner tout ce qui est démarche HVE, voire les démarches bio. Donc le groupe Carré, nous, on est plutôt pionnier dans les biosolutions, grâce notamment à notre ferme pilote qui existe depuis 2015. Dans 2022, pour vous citer un chiffre, on a testé 57 biostimulants différents sur la ferme, sur différentes cultures pour pouvoir faire un screening de toutes ces solutions qui existent et vous proposer les meilleurs et ceux qui fonctionnent le mieux par rapport à nos essais. On vous accompagne donc dans la sélection des fournisseurs, comme je vous le disais. On a environ une quinzaine de fournisseurs référencés pour nos biostimulants. Le conseil technique et le suivi sur le terrain avec nos TC qui sont formés régulièrement et notamment aussi par les équipes Vertal. Le suivi réglementaire, comment utiliser les produits, quand est-ce qu'on peut les utiliser, parce que finalement, c'est aussi comme les produits phyto, il y a aussi une réglementation à suivre sur ces produits-là. Et pour finir, on a environ 80 produits disponibles en stock, donc on aura forcément un produit pour répondre à vos problématiques. Donc, je vais laisser la main à Mathieu et à Marc-Antoine et je vous souhaite un bon webinaire. Merci Maude. Merci Maude. Donc justement, c'est avec plaisir qu'on intervient donc auprès de vous ce matin sur un thème qui nous est cher. C'est aujourd'hui cette sécurisation de la productivité des cultures avec moins de phyto demain, sujet que nous allons traiter avec forcément toute la progressivité que ce sujet nécessite. Avant de démarrer, nous allons avec Marc-Antoine rapidement en fait
présenter Vertal, toujours important de savoir à qui on a affaire et le rôle de chacun. Aujourd'hui, pour faire simple, nous sommes aujourd'hui on représente la société Vertal, qui est une société basée en Vendée, qui existe depuis aujourd'hui 20 ans, et qui, depuis maintenant 3 ans, a fait le choix de pleinement faire distribuer ses produits par la distribution agricole et notamment, en l'occurrence, par les établissements carrés sur votre secteur. Donc, pour ma part, je suis responsable du pôle formation chez Vertal. On verra plus précisément pour quelles raisons juste un peu plus tard. Et je suis accompagné de Marc-Antoine, donc qui est clairement en charge de l'animation du secteur du nord de la France et des Hauts-de-France, et qui est clairement votre interlocuteur local de l'étape. Et étant originaire de cette zone-là, l'avantage, c'est qu'il connaît très bien le terroir. Si Marc-Antoine, tu veux rajouter. Bonjour à tous. Oui, donc Voilà. je te connais très bien parce que j'habite sur le secteur et c'est avec plaisir de partager avec vous ce webinaire qu'on a mis en place avec le groupe Carré, voilà, sur une thématique bien précise, c'est d'avoir recours moins au phyto tout en ayant des solutions alternatives. Merci Marc-Antoine. Donc voilà qui nous sommes, donc une spécialisation dans les biosolutions, des biosolutions qui aujourd'hui est de plus en plus réglementée. C'est une bonne nouvelle, ça va aussi permettre de mettre encore plus de clarté dans le domaine et les différentes solutions disponibles que Maud a d'ailleurs plutôt très bien résumé. Avec une deuxième chose importante pour nous, Vertal, c'est qu'une exploitation agricole est un ensemble de maillons qui sont en lien les uns avec les autres et qui, en fonction du type d'exploitation et d'atelier, fait que l'on va avoir soit au minimum le maillon du sol avec des plantes, et l'un et l'autre sont intimement liés et ne peuvent pas être séparés, avec, pour certaines exploitations, la présence d'ateliers animaux qui vient rajouter forcément des ateliers laitiers ou allaitants ou les deux, avec forcément la chance d'avoir également des déjections animales qui vont permettre d'apporter un plus et notamment une fertilisation organique importante donc pour la fertilité de vos sols demain. Et donc une capacité à répondre sur l'ensemble de ces maillons-là. Et une démarche qui est importante, c'est-à-dire sur quoi repose la démarche Vertal. Vous allez en entendre de plus en plus parler, et notamment nous aurons l'occasion de pouvoir continuer à en parler auprès de vous d'ici le mois de juin. La démarche en fait sur laquelle repose Vertal est cette démarche qui repose sur le couple pH Redox, que certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler et qui est notamment portée par assez fortement une personne qui s'appelle Olivier Husson, qui est un chercheur français basé donc au CIRAD de Montpellier et qui, depuis maintenant plus de 15 ans, œuvre pour bien faire reconnaître l'incidence de ce couple pH redox sur la fertilité du sol et l'incidence sur la productivité des cultures et leur capacité à maintenir une immunité forte. Il y a également son homologue qui s'appelle Pierre-Emmanuel Radigue et qui intervient plutôt sur la partie production animale avec toujours ce même couple pH redox. Et forcément qu'on est conscient d'avoir une approche qui reste, même s'il y a peu de choses nouvelles, elle reste quand même innovante, elle reste nouvelle sur le terrain, le pH un peu moins, le potentiel redox un petit peu plus. Et forcément que, certes, c'est bien d'avoir des solutions concrètes à mettre en place sur le terrain pour vous permettre de répondre encore mieux à vos problématiques, adaptées tout simplement à un terroir qui est le vôtre. Mais on ne peut pas prétendre vouloir faire avancer et faire évoluer les pratiques sans un réel accompagnement. Un changement à 180 degrés n'a pas forcément mené à de grandes réussites jusqu'à présent, d'où la volonté d'accompagner ce changement de pratique qui se fait de manière progressive et qui doit se faire de manière progressive. Alors ce matin, nous avons la chance de passer 1 heure ensemble. Le déroulé va être le suivant. Nous allons tout simplement revenir très rapidement sur les problématiques majeures que l'on rencontre aujourd'hui sur la France et plus particulièrement sur votre secteur. Et n'hésitez pas à interagir d'ailleurs là-dessus au moment des questions pour arriver assez rapidement sur cette notion de couple pH redox. De quoi s'agit-il et surtout quel est l'intérêt pour vos cultures?
C'est bien d'en parler, mais c'est encore mieux de pouvoir le mesurer. Aujourd'hui, la technologie nous permet de le faire en instantané. On va voir réellement, concrètement, comment et pourquoi, puisque de toute façon, il n'y a pas de bon plan d'action établi sans mesure préalable. Il est toujours plus pertinent de savoir où est-ce que l'on habite et quels sont les paramètres, à quel niveau sont-ils, pour décider des bonnes pratiques et du bon plan d'action. Et dans ce plan d'action, nous aborderons notamment une solution qui s'appelle le Vertal Grande Culture pour faire le lien entre cette notion de couple pH redox et ce que le Vertal Grande Culture, très concrètement, permet de faire sur les cultures et à l'inverse, ce qu'il ne permet pas de faire. Pour terminer ensuite par une session de questions-réponses. Alors, un point important, il me tient toujours à cœur de repartir de ça, c'est que souvent, on peut entendre véhiculer souvent par les médias que en France, la qualité de ce qui est produit n'est pas forcément toujours au rendez-vous. Alors, je grossis forcément le trait, mais il y a un point qui est sûr, pour être aujourd'hui âgé de 36 ans, moi ce que je vois, c'est qu'on a la chance d'être dans un pays où la productivité agricole est clairement à un niveau et quasiment au plus haut niveau par rapport à d'autres pays du continent européen. Donc la productivité aujourd'hui en France, on sait faire et avec une qualité associée. Alors évidemment, en fonction des souhaits et des attentes de chacun, c'est là où il y a diverses filières qualité possibles, à chacun de se retrouver dans la filière ou dans le type de production qui lui correspond le plus. Mais sincèrement, aujourd'hui, on a cette notion de quantité, cette notion de qualité, qui nous est quand même relativement reconnue et souvent, même dans l'autre extrême, en disant en France, on aime bien le plus blanc que blanc que blanc que blanc. Bien, donc ça, c'est un fait. Maintenant, ce qui est certain, c'est que produire est une chose, et ça, on sait le faire. Ce qui est de plus en plus difficile à tenir aujourd'hui dans le temps, c'est ce mode de production où malheureusement, il est de plus en plus mis à mal. Et c'est vrai qu'on vit une certaine accélération depuis, notamment 3, 4, 5 ans, avec notamment des sols où la fertilité est plus souvent en baisse qu'en hausse, avec des sols qui sont pas forcément aussi résilients qu'ils devraient l'être pour nous permettre de maintenir une productivité avec un contexte climatique de plus en plus aléatoire. Un recours à des intrants qui est relativement fort. Et au-delà de ça, c'est surtout que nous avons quand même vécu sur 2022 une première, en tout cas pour moi c'était le cas, cette notion de très forte tension sur la disponibilité et une fluctuation juste énorme sur le coût de ces intrants-là. Est-ce que ça reviendra? Je ne sais pas. En tout cas, on sait que c'est possible et potentiellement ça peut revenir, d'où cette réflexion de dire la notion de quantité est une chose, la notion de qualité et d'efficience de ce que l'on apporte est tout aussi importante. Avec des évolutions réglementaires, je ne vais pas revenir sur des sujets très récents, mais on voit bien que réglementairement, il y a des décisions qui se prennent et qui très rapidement engendrent un allègement de la caisse à outils, et ça c'est une vraie réalité qui en plus des impasses techniques que l'on voit de plus en plus croissantes, peut parfois aussi accélérer ce nombre d'impasses techniques avec quelque chose, un dernier point qui nous concerne tous, c'est ce réchauffement climatique, alors qu'il est forcément avec une amplitude différente en fonction de si on est dans le sud ou dans le nord de la France, mais même dans le nord de la France, on me dit très régulièrement, clairement, les pics de chaleur, ce n'est plus, on est également concerné par ça. Et ces choses-là sont quand même relativement nouvelles et impactent directement la productivité et la qualité de nos cultures. D'où un triptyque que l'on va devoir ensemble relever, cette notion de maintien de la productivité, de rentabilité, sans quoi rien n'est possible dans le temps, mais surtout sur la durabilité de pratique, de façon progressive, avoir un mode de production qui intègre ces paramètres-là. Et forcément, si nous parlons de productivité, on ne peut pas parler de productivité sans qualité de couverture des besoins des cultures. Et ça reste vrai. Je veux simplement le remettre un peu dans le contexte. C'est-à-dire que oui, on peut parler de biosolutions dans lesquelles vous retrouvez des biostimulants, vous pouvez retrouver des biocontrôles, on peut retrouver les deux, plus d'autres solutions. Maintenant, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'une plante, elle peut produire de la quantité avec un niveau de qualité attendu, avec une capacité à maintenir de l'immunité à une condition, qu'elle soit capable de satisfaire ses besoins. Et ça, c'était vrai,
c'est vrai et ce sera vrai demain. Avec des besoins qui sont multiples, souvent nous viennent en tête cette notion d'éléments minéraux. Oui, c'est vrai, mais l'eau est un élément tout aussi indispensable et quand il manque, on le perçoit toujours plus fortement, sans oublier cette fameuse photosynthèse dont on entend de plus en plus parler. Et je vous assure une chose, c'est que vous allez en entendre de plus en plus parler pour mieux tenir notamment la capacité de la plante à tolérer des stress, notamment abiotiques, les fameux coups de chaud, coups de froid, vent d'Est, que l'on a pu connaître notamment depuis un mois et demi. Et pour arriver très concrètement sur ce fameux couple pH redox, eh bien, en quoi il est important? Ce que je veux simplement passer comme idée très forte aujourd'hui, c'est qu'une plante, comme un animal, comme les micro-organismes ou macro-organismes que vous avez dans vos sols, sont capables bien, de se développer de façon rapide et intense, à condition d'avoir des conditions qui leur permettent de le faire. Et ce que l'on voit, c'est qu'au travers des études, et Olivier Husson pourrait vous en parler encore plus longuement et plus précisément que moi, il y a deux paramètres qui paraissent très importants. C'est le fameux pH sur un sol, je pense que je ne vais pas vous apprendre grand-chose, qui influence le type de micro-organisme présent, qui influe sur la disponibilité et la solubilité d'un élément minéral. Mais à ça doit être ajouté le fameux potentiel redox. Et le potentiel redox correspond à quoi? À une richesse, bien, tout simplement en électrons. Alors, si vous voulez bien, on va remplacer électrons par antioxydants. Plus une plante est riche en antioxydants, plus elle va avoir un niveau d'oxydation plutôt faible, moins elle en a, plus elle va avoir un niveau d'oxydation élevé. Or, une plante est faite pour pouvoir fonctionner à un pH donné, et ça, on va pouvoir être de plus en plus en mesure de vous le prouver. Une plante qui a un état de fonctionnement optimal, qui est bien réglé, qui peut pleinement produire de la biomasse en quantité, à un pH aux alentours de 6,4, 6,5 et un potentiel redox inférieur à 250 millivolts. Plus elle est capable de tenir ces deux paramètres-là le maximum de jours au cours de son cycle de développement, et plus vous aurez de la biomasse produite, de la quantité produite avec la qualité et avec une capacité d'autodéfense. Et il en va de la même chose pour un sol, puisque un sol, certes, il y a une fertilité physique, une fertilité chimique, une fertilité biologique. Ce fameux triptyque n'a jamais été aussi vrai et important pour demain. Mais ce qui est important, c'est que ces trois fertilités-là sont influencées par, mine de rien, ces deux éléments qui sont le pH d'un côté et le potentiel redox de l'autre. Et au-delà de ça, ce n'est pas l'un en face de l'autre, c'est l'un avec l'autre. Et un sol, et notamment la rhizosphère, elle doit être au maximum avec un pH aux alentours de 6,5 et un potentiel redox aux alentours de 410 millivolts. Voilà. Et simplement pour aller assez rapidement là-dessus, le point positif pour vous, c'est que vous n'êtes pas obligé de nous faire confiance. Vous allez surtout pouvoir le vérifier par vous-même puisque la technologie a du bon. La technologie aujourd'hui, donc vous voyez un appareil qui est à gauche de la slide qui pourrait être apparenté à un radar de flic. Ce n'est pas un radar. C'est un appareil qui est un spectrophotomètre et qui va permettre de faire la mesure du Brix, la teneur en sucre de la plante, son potentiel redox, donc son niveau d'oxydation plus ou moins fort, sa conductivité, c'est-à-dire sa richesse en éléments minéraux et qui en fait nous renseigne sur la capacité des racines à aller chercher les éléments minéraux dans le sol, et le pH en instantané. C'est-à-dire qu'on a 4 mesures en moins de 30 secondes que l'on peut obtenir directement au champ sur 4 cultures qui sont la céréale à paille, donc blé tendre, orge, maïs et colza. Et donc c'est vrai que je suppose que dans vos assolements, déjà quand on a parlé de ces 4 cultures, on a déjà une forte part des cultures que vous pouvez faire. Et la bonne nouvelle, c'est que les mesures que nous obtenons sont beaucoup plus précises que celles que nous pouvions obtenir avec des outils un peu plus empiriques, comme notamment le fameux kit Python, si certains connaissent. Alors, je vais rapidement reprendre ces 4 points-là qui sont fondamentaux. Le degré Brix aujourd'hui est un paramètre qui est regardé depuis longtemps par les maraîchers, par les viticulteurs, par les arboriculteurs, pour appréhender notamment la qualité de conservation de leurs produits. Aujourd'hui, en céréales à paille, même en culture fourragère, il va falloir que l'on apprenne à regarder ce paramètre de plus en plus
de façon plus régulière et surtout plus précise, puisque le degré Brix correspond en fait à la teneur en sucre de la plante. Et donc derrière, plus la plante est capable de faire de la photosynthèse à haut niveau, plus elle produit des sucres, plus son degré Brix augmente. Et vous allez voir que ça va lui permettre de faire certaines choses derrière, notamment sécuriser de la production de biomasse et de l'immunité. Et pour le prouver, c'est là où j'ai besoin du deuxième paramètre qui est le potentiel redox, qui correspond à une concentration en électrons et notamment en antioxydants. C'est pour ça que vous avez le droit de faire potentiel redox égal en fonction de la valeur que l'on obtient en millivolts du niveau d'oxydation d'une plante. Mais je vous rassure, on peut faire la même chose sur un sol, on peut faire la même chose également sur un animal. Et lorsque je suis sur un potentiel redox, par exemple sur une plante qui va au-delà de 200, 250 millivolts, ma plante s'oxyde, elle perd des antioxydants et elle perd de l'immunité. À l'inverse d'un potentiel redox qui descend, c'est-à-dire actuellement quand on voit suite à l'arrivée de l'eau des potentiels redox sur la plante qui sont plutôt aux alentours aujourd'hui des 175, 180 millivolts, vous avez une plante plus riche en électrons en antioxydants qui retrouve une capacité en fait de défense contre des stress qui vont se présenter à elle. Et enfin, la conductivité qui correspond à la concentration en éléments minéraux dissous dans la plante, et c'est important puisque on peut parler des éléments minéraux, mais faut-il encore que la plante soit capable d'aller les chercher via ses racines. C'est son moyen d'aller chercher des éléments. Certes, la fertilisation foliaire est possible, mais la majeure partie des éléments dont la plante a besoin, c'est par voie racinaire qu'ils sont absorbés. Et donc forcément qu'en fonction du niveau de conductivité que nous avons, on va pouvoir déjà appréhender la qualité de l'efficacité de fonctionnement du système racinaire de la plante. Et le pH qui au final va être un peu la conséquence de ça, c'est-à-dire d'un côté une augmentation de la photosynthèse avec donc un degré Brix qui augmente et qui va plutôt conduire à une acidification de la plante qui doit être compensée par la conductivité et donc des éléments minéraux absorbés par voie racinaire qui doit nous permettre de conserver un pH relativement stable. Voilà, c'est ce que vous avez de résumé ici. Et ce que je veux vraiment faire comprendre, c'est que je ne peux tout piloter qu'avec le redox. Malheureusement, je n'ai qu'une partie de l'information et dans bon nombre de cas, je me tromperai sur le plan d'action à actionner. Donc, c'est vraiment ces 4 paramètres qui sont le degré Brix, le potentiel redox, la conductivité et le pH qui vont me permettre d'appréhender efficacement là où se trouve, dans quel état se trouve ma plante et donc derrière, quelles actions actionner pour améliorer tout ça. Voilà ce premier point-là. Et pourquoi nous en parlons de plus en plus ? Eh bien parce que les plantes, elles sont au champ en conditions non contrôlées, contrairement à des situations en laboratoire. Vous travaillez avec des plantes qui sont implantées au champ et qui vont subir au cours de leur cycle divers stress. Ceux très connus sont les stress biotiques. Quand on parle des stress biotiques, c'est notamment la présence de bioagresseurs. Je peux parler des insectes, je peux parler de champignons responsables de maladies cryptogamiques, je peux également parler de bactéries responsables de bactériose sur certaines cultures, mais je peux également parler de virus et notamment sur le cas par exemple de la betterave. Ce sont des stress générés par des bioagresseurs. Et ce que je veux déjà dire, et on va aller un peu plus loin sur cette question-là, c'est qu'une plante, en fait, n'a pas des bioagresseurs qui se développent sur elle par hasard. Elle permet leur développement. Et ça, c'est vraiment très important. Ce n'est pas Mathieu Limousin qui vous le dit. C'est notamment Olivier Husson et d'autres qui ont mené X travaux et qui ont prouvé tout simplement que chaque micro- et macro-organisme se développe à un couple pH-redox bien particulier. Et très concrètement, vous voulez des champignons en grande quantité responsables de maladies cryptogamiques telles que la rouille, septoriose, fusariose, oïdium et ainsi de suite sur des plantes. Si la plante se trouve à un couple pH redox qui correspond au couple optimal du champignon responsable de cette maladie-là, forcément que cette plante va favoriser son développement encore plus rapide et de façon encore un peu plus intense. Et donc, c'est ça qui est important et c'est pour ça que quand on parle de solutions alternatives, nous, on va être dans le préventif, on n'est pas dans le curatif.
Et la volonté pour dire demain produire avec moins de phyto, bien, la bonne nouvelle, c'est que sincèrement, les fongicides, par exemple, plus longtemps on en aura dans la caisse à outils, plus on gardera la possibilité d'actionner des solutions curatives quand malheureusement, eh bien, on n'est plus capable de tenir la plante dans une situation pH redox optimale, c'est-à-dire ce fameux 6,4, 6,5 de pH et 200 millivolts au niveau de la plante. Quand elle est rendue à un niveau d'oxydation qui est plutôt proche des 230, 240, 250, forcément, la plante est en train de progressivement migrer vers une situation de plus en plus favorable au développement de champignons pathogènes responsables de maladies cryptogamiques. Et vous avez la même chose sur les insectes, avec en plus les insectes volants notamment, que l'on va pouvoir retrouver sur les colzas, où l'excès d'azote soluble qui se transforme lentement en acides aminés puis en protéines va augmenter l'attractivité de la plante à leur égard. Donc, un bioagresseur n'est jamais par hasard sur une plante. Ça, c'est la première info importante là-dessus. Et la seconde, c'est la présence de stress abiotiques qui sont liés à la notion de chaleur ou froid, la présence de vent. Le stress donc éolien est un stress qui accélère rapidement l'oxydation de la plante. Je pourrais vous le prouver par des mesures que nous avons pu faire sur colza au mois de février et qui sont très parlantes. L'excès d'eau en est un également, le manque d'eau en est un. Le stress salin, quand on a des terres, et notamment par exemple dans le sud de la France, ça stresse également très fortement la plante. Et la conséquence de ces stress abiotiques vont accélérer l'oxydation de la plante. Donc, ça, c'est important, c'est-à-dire qu'une plante qui va rencontrer des stress abiotiques que malheureusement je ne peux pas prévoir à l'avance, c'est-à-dire à quel moment et avec quelle amplitude, malheureusement, ces stress-là vont accompagner l'accélération de l'oxydation de la plante qu'elle va chercher à compenser en activant des mécanismes de régulation et notamment en mobilisant des antioxydants. Et cela pendant un certain temps, jusqu'à un certain point où elle ne peut plus le faire et qui va forcément, malheureusement, l'énergie qu'elle a mobilisée pour compenser l'incidence de ces stress sur, sur son couple pH redox, c'est de l'énergie qui n'aura pas pu être mobilisée pour assurer de la productivité, de la qualité et surtout de l'immunité. Et comme on aime bien appuyer notre discours par des choses factuelles, des éléments factuels qui viennent du champ, vous avez sur cette slide-là un lien qui permet de montrer, là c'est issu des travaux que nous avons menés sur blé tendre l'année dernière. Donc là, vous avez une synthèse de 10 essais menés sur blé tendre en 2022, conditions relativement stressantes. Vous voyez donc le pas de temps. On a des mesures qui avaient démarré au 23 février pour aller jusqu'à quasiment mi-mai, puisqu'après on avait des cultures qui ne permettaient plus de faire de la mesure. Et vous avez de représenter par les histos verts donc le potentiel redox moyen de la plante au cours du temps. Donc vous voyez que ce n'est pas fixe, ça bouge au cours du temps, avec des points bleus qui correspondent en fait à la quantité de millimètres d'eau obtenue sur chacun des essais. Et l'intérêt, c'est que ces travaux ont permis de mettre en évidence une corrélation négative, significative entre le niveau du potentiel redox qui augmente avec la diminution des précipitations. Quand je vous dis que les stress abiotiques, et notamment par exemple le manque d'eau, entraînent une oxydation plus rapide, des plantes derrière. Vous allez avoir la même chose sur colza, je vous l'avais promis. Donc là, ce sont des mesures faites avec le fameux FoodScan, qui aujourd'hui nous a permis, par exemple, sur le mois de février, de faire 700 mesures sur colza, sur un rayon géographique donné. Et donc, du 14 février au 21 février, nous avons fait 418 mesures sur colza, qui nous permet de mettre en évidence un potentiel redox moyen de 179 millivolts. Vous voyez l'écart type, donc vous voyez qu'il y a une certaine variation. Le 23 février, nous avons eu 20 mm d'eau et on a redémarré les mesures dès le lendemain, donc le 24 février jusqu'au 2 mars. On a 256 mesures ici et vous voyez rapidement, suite à cet épisode de pluie, un abaissement significatif en fait de ce potentiel redox-là. Donc c'est juste pour vous montrer l'incidence des conditions dans lesquelles évolue la plante sur notamment son statut oxydatif ou plus ou moins oxydé. Et forcément que quand on reprend l'évolution des précipitations, ce que l'on voit, c'est que
Globalement, on a quasiment autant d'eau chaque année. Par contre, c'est la répartition qui est de plus en plus aléatoire. Les périodes sans eau sont de plus en plus longues. Par contre, il y a une chose qui est en train de s'accélérer, c'est la hausse de température. Et là, c'est la température moyenne, donc en rouge foncé, la température moyenne de septembre 2022 jusqu'à janvier 2023, comparativement au normal de température sur la France entière. Et vous voyez quand même bien la hausse nette de température sur ces périodes et même sur les mois les plus froids normalement de l'année. Et donc, ce que l'on voit, c'est tout simplement cette augmentation de présence de stress et notamment abiotique sur la plante qui accélère son oxydation et donc sa perte de productivité potentielle. D'où le fait aujourd'hui de miser sur l'intensification de la photosynthèse. Le moyen, le levier d'action que vous avez est la photosynthèse, notamment l'intensification de la photosynthèse de la plante. Ça existe depuis la nuit des temps, les plantes sont capables naturellement de faire ça via tout simplement de la disponibilité en eau, plus du CO2, ça tombe bien, apparemment il y en a trop dans l'air, et de l'énergie lumineuse que la plante naturellement via des structures bien particulières qui sont les chloroplastes, capables de fixer cette énergie lumineuse et de la transformer en énergie chimique qui est notamment des sucres et plus particulièrement du glucose. Eh bien, une plante, c'est comme un panneau solaire. Les feuilles d'une plante peuvent être apparentées à des panneaux solaires et ces panneaux solaires, leur boulot est non pas de produire de l'électricité, mais de produire le maximum de sucre que la plante va pouvoir utiliser derrière pour produire de la biomasse foliaire, de la biomasse racinaire. Également, envoyer du liquide au bout des racines que nous appelons les exudats racinaires. On ne sait rien aujourd'hui sur les exudats racinaires. Nous avons beaucoup de choses à découvrir là-dessus. En tout cas, il y a beaucoup d'études qui ont été lancées là-dessus et qui montrent une certaine capacité d'adaptation de la plante via ces exudats racinaires. Utilisation de ces sucres-là qui ont cette propriété antioxydante pour être capable de tenir son niveau d'immunité dans un contexte de plus en plus stressant et notamment avec les stress abiotiques, et également utilisé pour passer et assurer ce passage de l'état végétatif à l'état reproducteur et notamment sur une serre à la paille, faire monter le maximum de tall à épis et derrière assurer le remplissage optimal de ces épillets pour avoir un nombre de grains important et des grains bien remplis. Sauf que quand elle fait cette photosynthèse, ce que l'on sait maintenant depuis 3 ans, c'est que ça agit, cette répartition, elle n'est pas linéaire. En fonction des conditions dans lesquelles évolue la plante, c'est un peu comme une vanne 4 voies. La plante va envoyer tout simplement un peu plus de sucre sur le volet, la case-immunité, si les conditions sont de plus en plus stressantes, et un peu moins sur une autre, et ainsi de suite. D'où le fait que l'objectif va être de permettre à la plante d'intensifier sa photosynthèse parce que plus elle fait de la photosynthèse, plus elle produit de sucre et plus elle pourra en allouer en quantité plus importante sur ces 4 réservoirs. Et le moyen pour vous de le savoir, c'est de mesurer le fameux degré Brix qui se mesure maintenant en instantané avec le Footscan. Et là, c'est simplement pour vous montrer, encore une fois, cette relation directe avec une corrélation corrélation négative significative entre le degré Brix et le potentiel redox. Et ce que l'on voit, c'est que plus le potentiel redox augmente, plus le degré Brix, degré Brix augmente, plus le potentiel redox de la plante diminue. Et avec une capacité, pour ceux qui sont plus liés aux statistiques, une capacité aujourd'hui à expliquer de façon significative le lien entre ces deux variables-là. Et donc concrètement derrière, je suppose que certains d'entre vous utilisent peut-être déjà des produits type des oligo-éléments qui sont importants. Tout élément minéral, on parle souvent des macros-éléments, on parle de plus en plus des oligo-éléments. Tous les éléments, même si la plante en a besoin en petite quantité, ils sont tous importants. Et ce que l'on voit, c'est que c'est un premier levier pour intensifier la photosynthèse. L'idée, c'est aussi d'aller encore un peu plus loin sur le fait d'aider la plante à avoir une action directe sur la gestion de ces stress oxydatifs. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on souhaitait aborder ce matin avec vous, notamment le Vertal Grande Culture, qui a été conçu et qui est aujourd'hui entièrement fabriqué par la société Vertal et que nous utilisons aujourd'hui depuis maintenant 7 ans sur le terrain, sur les serres à la paille, le colza,
maïs, qui sont les cultures majeures et un peu les protéagineux. Alors, forcément qu'il s'agit d'une biosolution qui va bien demain réglementairement être pleinement dans la case des biostimulants. Pourquoi? Vous allez retrouver dedans des oligoéléments puisqu'on ne maîtrise pas l'équilibre minéral de toutes vos parcelles chez vous. Et ce facteur-là, on sait qu'aujourd'hui, il y a un lien indéfectible entre le sol et la plante. Donc, c'est pour ça que vous allez retrouver un peu d'oligoéléments, tous sous forme sulfate pour avoir ce côté non oxydant. Donc, sulfate de magnésium, de manganèse, zinc, cuivre et du bore, auquel surtout on vient rajouter en fait, la partie noble, je dirais, du produit, qui est une base d'acides aminés d'origine animale, donc qui a une très forte assimilation facile par la plante et qui a un côté anti-stress direct, antioxydant également, mais également l'usage d'extraits de plantes que vous connaissez, puisqu'on va utiliser, nous, majoritairement 3 plantes, qui est l'ortie, la prêle et la citronnelle, et qui sont 3 plantes avec notamment des propriétés très reconnues sur le fait de pouvoir aider la plante à intensifier sa photosynthèse et avoir une propriété antioxydante forte et directe sur la plante. Mais son rôle va être de clairement pouvoir booster la photosynthèse. D'où le fait qu'on reste sur un positionnement préventif. Et vous allez retrouver, tout simplement par culture, un positionnement que sincèrement on vous invite à respecter, c'est-à-dire qu'il y a des stades à respecter et des doses à respecter. Ce qu'on va vous demander, c'est de nous évaluer, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est ce que j'ai aimé dans le propos de Maud tout à l'heure, quand on voit le screening de toutes les solutions, on en faisait partie et on en fait partie et on souhaite à continuer à en faire partie, mais maintenant chez vous, et de pouvoir, avec et sans, constater les différences. Par contre, à une condition d'utiliser les choses au stade et à la dose prescrite, tout simplement pour garantir cette efficacité. Puisque aujourd'hui, c'est surtout cette notion de retour sur investissement que demain, on souhaite vous entendre nous dire en disant, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai obtenu, et concrètement, techniquement et économiquement parlant, voilà ce que je gagne. Et ça, c'est fondamental. Sans quoi, il n'y aura pas de positionnement dans la durée des choses. Et ça, c'est vraiment pas nous ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est proposer des solutions adaptées à un contexte donné et du résultat qui tient dans la durée. Donc, sur Serre à la paille, on va être sur un positionnement, notamment au printemps, avec un premier positionnement entre le stade épi 1 cm et 1 nœud, à raison de 1 litre hectare, qui va vraiment nous permettre d'intensifier le plus tôt possible en fait cette photosynthèse et d'aider la plante un peu comme une assurance en se disant je ne sais pas quels stress vont arriver demain. Par contre, ma plante, ce que je sais, c'est qu'elle est nettement plus armée pour les encaisser quand ils arriveront, le jour où ils arriveront. Et une deuxième application au stade, en gros, fin de cycle, donc jusque le top, c'est dernières feuilles étalées qui va vraiment permettre d'aider la plante à finir son cycle. L'intérêt, c'est que le produit est homologué en agriculture biologique, donc il est accessible à tout. Et en conventionnel, l'intérêt, c'est qu'en plus, il est associable avec des produits tels que les fongicides et les herbicides, sans pénaliser ou réduire l'efficacité de l'un et de l'autre des produits. Voilà. Parce qu'il y a aussi cette notion de passage supplémentaire. Et nous, le but du jeu, c'est vraiment qu'on soit le plus efficient possible et notamment pas avec des passages répétés pour faciliter le travail de chacun. Alors forcément, j'ai parlé du positionnement, donc deux passages, un épi 1 cm, 1 nœud, et une deuxième application au stade DFE, et à chaque fois 1 litre hectare. Avec cette notion de preuve, on est en lien aujourd'hui avec l'INRA pour prouver justement cet effet un peu de sécurisation de la productivité, qui a été relayé d'ailleurs avec des travaux sur la plateforme La Ferme Pilote Carré. Donc là, nous, voilà, ça c'est une synthèse de travaux menés sur blé tendre depuis 6 ans avec des contextes climatiques en fonction des années différents et tout simplement pour montrer que l'on est capable de sécuriser de la productivité tout en réduisant l'usage de fongicides sur une culture qui est le blé tendre dans une mesure de 25% par rapport à une dose usuelle, pas une dose homologuée. Aujourd'hui, peu de gens utilisent des doses homologuées sur le terrain. On est sur des doses usuelles qui correspondent généralement 80% de la dose homologuée. C'est moins 25 par rapport à cette dose usuelle, avec tout simplement cette double action, c'est-à-dire le grande culture avec une action préventive
pour intensifier la photosynthèse et aider la plante à ralentir cette hausse d'oxydation, et l'action plutôt curative du fongicide directement sur les champignons qui peuvent commencer à se développer. Avec une incidence positive sur l'aspect rendement grain, mais également rendement paille, puisque vous verrez pour ceux qui en positionnent, vous allez avoir cette capacité à sécuriser un nombre d'épis au mètre carré par cette capacité des tales à monter jusqu'à épis, donc forcément une incidence sur le rendement. Quand on est éleveur, ça peut être un point relativement intéressant, mais même quand on est céréalier, où aujourd'hui on voit de plus en plus de la paille et des résidus de culture restitués au sol, donc il y a aussi la dimension d'humus et carbone derrière. Et avec une chose qui est importante, c'est-à-dire cette notion de retour sur investissement, technique oui, mais économique, qui a d'ailleurs été même regardée sur la plateforme Carré. Et là, donc un essai mené sur 2022 avec tout simplement l'encadrement d'une conduite. Là, la conduite baisse T2 de Vertal. Donc, on est sur un T1 qui a été conduit avec donc des biostimulants référencés chez Carré, accompagné en T2 d'un fongicide que vous connaissez qui est du Diadème, qui a été positionné à 0,5 litres hectare, accompagné d'1 litre de Vertal grande culture, comparé à une conduite 100% fongicide avec un Juventus en T1 et un Capulco en T2. Avec un rendement sur la référence chimique de plus de 114 quintaux, comparativement à la conduite plutôt, on va dire, HVE, c'est-à-dire réduction phytosanitaire, et notamment du fongicide, relayé par le positionnement de biostimulants, où on permet de sécuriser cette productivité et cette qualité. Comparativement à une conduite purement témoin, et c'est toujours intéressant, où on voit quand même le delta, et qui montre quand même ce témoin, le fait que sur la pression maladie en 2022, on n'était pas sur des pressions non plus très fortes, d'où l'intérêt de continuer les positionnements, pour justement continuer à challenger cette capacité de réponse dans différents contextes, avec une variété qui était du San Remo. Et pour finir, puisque je vois le temps qui passe, un dernier point, là j'ai parlé de la céréale à paille, donc avec vraiment cette volonté de sécuriser cette productivité et cette qualité, avec forcément cet accompagnement de la réduction du positionnement de fongicides. Alors évidemment, il y a des paramètres importants qui sont les pratiques culturales, la variété, des associations de variétés pour certains, enfin chacun y va en fonction de là où il en est. Mais également une culture qui aujourd'hui nous pose de plus en plus de soucis, avec non pas la dimension plutôt maladie foliaire, mais plutôt insecte, qui est donc le colza, avec notamment toute la partie insectes volants, et notamment au printemps, avec tout ce qui est puceron, méligette, charançon, et ça y est, là, ça commence à arriver. Mais également altise maintenant à l'automne, avec la réduction des insecticides disponibles pour pouvoir gérer ça, et notamment les altises, où là, par contre, le champ des possibles est réduit à quasiment plus grand-chose. Simplement pour dire que là, encore une fois, l'idée pour nous, c'est de rester sur les causes qui sont à l'origine de l'attractivité plus ou moins forte de la plante à l'égard des insectes. Un insecte ne vient pas par hasard sur une plante. Si vous voulez vous en convaincre, vous allez dans vos champs de colza avec un t-shirt ou un polo de couleur jaune ou orange, et vous n'êtes pas un plant de colza, mais par contre, vous allez voir des insectes arriver chez vous. Le volet couleur a déjà une forte incidence sur l'attractivité à l'égard des insectes. Ça, vous le savez à ce jour. La deuxième chose que l'on est en train de découvrir, qui n'est pas vraiment nouvelle, mais les outils de mesure permettaient pas de faire ça de façon instantanée, c'est que l'on se rend compte que l'équilibre minéral peut favoriser l'attractivité d'une plante à l'égard des insectes. Et en gros, quand un insecte arrive sur une plante et occasionne des dégâts, parce qu'un insecte peut être sur une plante et passer son chemin, à l'inverse, quand il y a dégâts par l'insecte sur la plante, généralement, l'équilibre minéral de la plante n'était pas optimal. Et notamment un peu l'équivalent des rouilles sur des céréales à paille, il y a un excès d'azote soluble qui malheureusement tarde à se transformer en azote organique, acide aminé, voire protéines. Et ça, sur les colzas, c'est quelque chose que l'on a travaillé, nous, depuis maintenant 3 ans pour tout ce qui est insectes au printemps, avec cette intensification de la photosynthèse qui nous permet d'augmenter la production de sucre. Et qui dit plus de sucre disponible, dit
avec cet azote soluble fortement disponible, de pouvoir produire le plus rapidement possible des acides aminés, puis de la protéine. Et ça, l'avantage, c'est que le tube digestif des insectes volants en question ne leur permet pas de valoriser facilement cette forme d'azote quand elle est sous cette forme plutôt assez avancée qui est acide aminé ou protéine. Voilà. D'où le fait d'intensifier ça et sur colza, d'avoir un positionnement. Là, maintenant, ça va être le moment. La fertilisation azotée et soufre a été déclenchée. Le retour des pluies permet là, que ça commence à agir. D'où l'intérêt de venir vraiment intensifier cette photosynthèse pour que nos colzas produisent plus de sucre et être plus armés pour transformer rapidement cet azote soluble en azote organique. Donc ça, c'est vraiment important. Et en plus, l'aider à rester à un niveau d'oxydation bas pour aussi tenir le côté maladie. Donc voilà, ça peut être des choses un peu plus nouvelles, et notamment ceux qui font de la fluorimétrie ou des analyses minérales foliaires peuvent vous permettre justement d'appréhender plus efficacement ça, couplé aux mesures FoodScan qui pourront être faites demain sur le terrain. Et c'est notamment le rôle de Marc-Antoine qui est équipé d'un FoodScan. Les établissements carrés sont aussi équipés d'un FoodScan, donc allez-y, puisqu'on est tous pareils. On a tous besoin de voir pour croire. Et c'est notamment cette première étape qu'il faut que l'on soit en mesure d'atteindre le plus rapidement possible ensemble, puisqu'une fois qu'on a vu, on peut être convaincu, et quand on est convaincu, forcément qu'après, on peut avancer plus sereinement pour positionner les choses chez soi jusqu'avec l'analyse technico-économique derrière, qui forcément est indispensable. Voilà. Et je terminerai, puisque le temps imparti, j'arrive au bout, pour remettre les choses. Donc là, aujourd'hui, on a parlé de la plante, on a plutôt parlé de cette notion plutôt photosynthèse et donc la partie foliaire. Mais ce que l'on souhaite fortement pousser et défendre sur le terrain, c'est cette notion de couple sol et plante qui est un couple indéfectible. On ne peut pas avoir des sols fertiles sans plantes et nous n'avons pas des plantes saines sans des sols pleinement fertiles. Donc, c'est un cercle vertueux qu'il faut aujourd'hui faire monter en intensité pour pouvoir pleinement. Alors, on met ça sous l'angle, il nous faut des sols de plus en plus vivants, on met ça sous des termes d'agroécologie. Mettez les termes que vous voulez, mais en tout cas, ce couple sol-plante, c'est vraiment le sol à faire fructifier sur vos exploitations pour pouvoir avancer encore un peu plus loin, un peu plus vite, un peu plus fort sur la résolution de problématiques présentes sur vos exploitations. Voilà, merci de votre attention et c'est avec plaisir que je répondrai aux questions. Alors, un dernier mot avant de vous laisser la parole si vous avez des questions. Donc, comme je vous le disais en début de séance, donc ce webinaire est enregistré. Il sera donc disponible en replay si jamais vous voulez le revoir sur notre page YouTube. En termes de formation, forcément, on arrive à la fin de notre catalogue, comme le printemps revient. Quelques derniers éléments à vous partager. Donc, ce soir, s'il y a des personnes dans les alentours de Étré-des-Nicourt, on fait notre 3e session de Pulvé by Night. Donc à partir de 18h. Au mois de mai, normalement le 16 mai, donc à Gouy sous Boulogne, on aura un événement sur lutter efficacement contre les résistances fonds de maladies. Et pour finir, n'oubliez pas qu'on refait une journée innovation et performance cette année qui aura lieu le 22 juin. Donc Vertal sera présent ainsi que tout un tas d'autres partenaires. Pour suivre nos actualités, donc plusieurs façons différentes. Donc déjà, on édite des newsletters tous les mois. Donc vous pouvez retrouver les 3 dernières newsletters sur notre site internet dans la rubrique Ferme Pilote. Vous pouvez nous suivre sur différents réseaux sociaux. On a Facebook et LinkedIn. Et on a aussi, depuis peu, ouvert 2 groupes WhatsApp. Un pour la Ferme Pilote. Donc, c'est notamment David Boucher qui rédige des infos techniques de la plaine, donc pour suivre l'évolution de la plaine et savoir techniquement ce qu'il y a à savoir. On vous partage aussi nos événements et on a un 2e groupe WhatsApp là, qui est rédigé par Jean Deray, donc le responsable du marché des céréales, justement pour vous faire un point sur l'évolution du prix des céréales au fur et à mesure. Si vous voulez intégrer ces groupes, n'hésitez pas à m'envoyer un petit SMS au numéro qui s'affiche là juste en bas pour que je puisse vous inscrire. Comme vous disiez, Mathieu, nous on aura un FoodScan à la Ferme Pilote. Donc si jamais vous avez des questionnements sur l'état de santé de vos plantes, n'hésitez pas à me contacter et puis on viendra faire
marcher le foot scan sur vos plantes pour voir ce que ça dit. Et si qui est des vraiment questions, riche d'enseignements. si des questions supplémentaires vous viendraient un peu plus tard, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos TC référents qui Tout à fait. seront y répondent pleinement. Et comme dit Maud, voilà, des mesures au champ peuvent être faites directement. Cela vous donnera une indication, voilà, comment votre plante est en état de santé actuel et comment elle va se comporter dans les semaines à venir. Très bien. Eh ben, merci beaucoup à vous deux, Mathieu et Marc-Antoine. Merci Je à vous vous. souhaite Plaisir. à tous un très bon appétit et puis à bientôt pour de nouveaux épisodes.